Bienvenue sur Radio Monostar One. Pour ce 3e épisode, nous allons parler flat. Notre invité nous vient de Raconner, où il a passé son adolescence à rider en bonne compagnie. Pour lui, le flat, c'est un peu comme une seconde famille. Toujours prêt à faire un out, il saura vous donner du fil à retordre. C'est un garçon discret qui connaît ses classiques. Entre deux rôles, il aime discuter mode. Et ce qu'il adore par-dessus tout, et qui moi personnellement m'échappe un peu, c'est les vidéos de sessions de flat mal filmées et mal montées, où on voit un mec rider tout seul sur un parking. Vous l'aurez compris, ou peut-être pas, mais aujourd'hui on reçoit Martin Grouillon pour le 3e épisode de Radio Monostar One. Je m'appelle Martin Grouillon, j'ai commencé le monocycle en 2011 et j'en ai fait principalement à côté de Chalon-sur-Saône. Donc pour savoir comment j'ai commencé le monocycle, c'est venu du fait que mon frère en avait un et qu'il avait commencé à en faire en 2008. Il avait acheté un monocycle parce qu'il avait envie d'en faire et en fait il avait appris à rouler. Moi je voulais aussi apprendre à rouler mais je pouvais pas parce que le monocycle était trop grand. En gros le tube de selle venait toucher le pneu quand on essayait de baisser la selle et du coup on était bloqué. Bon, on verra plus tard qu'on a trouvé un moyen de faire en sorte de raccourcir le tube de selle, mais bon, à ce moment-là, on savait pas comment faire. Et du coup, lui, il a appris à rouler, marche avant, marche arrière, et il a emmené dans son délire deux de ses amis, donc Luc Huguenat et Kevin Godillère. Pour ceux qui suivent un petit peu le flat monocycle, je pense que vous connaissez les noms. Et donc, pendant 3 ans, ils en ont fait vraiment la base. Rouler en avant, en arrière, sur place, les rebonds, et voilà. Et ton frère, il a commencé par quoi ? Il a commencé parce qu'il avait vu un spectacle à la télé d'un cirque. Je m'en souviens parce que c'était en fait un mec qui faisait genre du monocycle mais sur un trampoline. Ok, et il faisait un salto arrière, non ? Je sais plus. C'est possible, ouais. Il me semble. Parce qu'il y avait un mec en vélo aussi. Non, le gars était tout seul. Ok, parce que je vois peut-être, il y a une compagnie qui s'appelait la compagnie Hors Cycle. Il y avait un mec qui faisait du monocycle sur trampoline, c'était ce qu'il en fait toujours un petit peu. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, peut-être que c'était le même, mais du coup, dans un spectacle tout seul. C'était soit un cirque à la télé, soit un truc genre le Grand Cabaret ou un truc comme ça. Et ouais, du coup, il avait dit à mes parents qu'il voulait un monocycle et il l'avait acheté sur ABC Electro. En gros, mes parents ne savaient pas trop où trouver un monocycle et c'était lui qui avait cherché et il avait trouvé un monocycle sur ABC Electro. Du coup, c'était quelle date ? 2009 ? 2008, je dirais. 2008. Ouais, 2008-2009. Du coup, on est dans un village proche de Chalon-sur-Saône. Et en fait, au bout de 3 ans, ils ont rencontré d'autres personnes qui faisaient du monocycle à Chalon. Et du coup, c'était l'association Les Monotitudes. Et en fait, c'est en les rencontrant qu'ils ont découvert qu'il y avait tout un système de compétition, d'associations en France. Et autre chose à faire que juste rouler en avant ou en arrière. Et c'est comme ça qu'en fait, ils se sont mis au flat. Et je me souviens que mon frère m'a montré, donc c'était en 2011, il m'a montré la vidéo de la finale de flat en Nouvelle-Zélande des Unicorns. Du coup, c'était Adrien Delecroix contre Loïc Beau. En fait, quand j'ai vu ça, j'étais là, moi je veux faire ça. Du coup, j'ai commencé à apprendre à rouler. Et en fait aussi, on avait vu qu'on pouvait couper le tube de selle avec une scie à métaux, tout simplement, pour pouvoir mettre la selle un peu plus bas. Donc j'ai commencé à apprendre à rouler avec un monocycle vraiment qui était fait que pour rouler. Donc pas très solide maintenant que j'y pense, mais à l'époque ça suffisait largement. Commençais à apprendre à rouler aux grandes vacances, et à la fin des grandes vacances, je prenais à sauter, à faire du surplace et tout, un petit peu de one foot, et en fait après je lançais déjà des 180. Et en fait après c'était parti, on était un groupe de potes comme ça, on était je pense 5-6, du coup les 3 premiers qui avaient commencé 3 ans avant, qui avait un peu d'avance, et 3 nouveaux, donc il y avait Sacha Huguenin aussi qui en avait quand même une période, le frère de Luc. On a progressé du coup avec Sacha ensemble au début, mais à tel point qu'en fait moi j'étais tellement dans les figures que j'ai appris à faire le 540 avant de savoir rouler en arrière. Genre le rouler en arrière, je l'ai appris 1 an plus tard. En fait je savais déjà un petit peu le faire, parce que des fois quand t'atterris sur des figures, t'es obligé de rouler un petit peu en arrière pour te remettre, mais en fait je savais pas le faire. Ouais, mais t'es pas le seul, hein. Moi j'avais un copain à qui j'ai commencé qui s'appelait Rémi, il était super chaud en trial, la marche arrière il a pris très tardivement. Du coup il faisait des 180 par exemple, et pour descendre des marches, après il revenait à 180 derrière. Ok, c'est marrant du coup. En fait, de fil en aiguille, en commençant le monocycle, en fait, du coup, moi j'ai commencé, ce que je disais, été 2011. Du coup, mon frère et Luc et Kevin se sont retrouvés à aller à la Coupe de France avec la Monotitude à Dole en 2011. Du coup, c'était octobre-novembre, je dirais. Et ils ont fait plein d'épreuves à ce moment-là. Ils avaient fait du mono-basket. Ils s'étaient pas inscrits au flat du coup encore, parce qu'ils commençaient. Ils avaient fait le freestyle en groupe, ils avaient fait plusieurs choses. D'ailleurs, c'était champion de France de freestyle groupe. Enfin voilà, ce qui est assez drôle. J'étais venu les voir avec mes parents, parce que Chalon-Dole c'est pas si loin.
Et le soir où du coup ils faisaient le freestyle, on était venus ce soir-là, bah à côté il y avait le flat. Et du coup j'avais vu la partie espoir. Et moi je serais bien resté pour voir tout le flat, mais du coup on était reparti. Et ça avait permis de voir déjà quelques personnes en étant juste spectateur. Et ensuite, du coup, la première vague compète que moi j'ai fait, c'était Dijon-sur-la-Roue 2012. Du coup, première fois qu'on s'est vu aussi de loin. Tout ça. Je crois qu'il y avait qu'une catégorie de flat cette année-là. Ah, je sais plus. Peut-être non, il y en avait deux. Non, il y en avait deux, pardon. Il y en avait deux de catégories. Parce que justement, c'est Luc et Kevin qui font la finale en espoir ou. Enfin, la catégorie. C'est pas la catégorie élite. Je me souviens parce que du coup, moi, j'apprenais. Enfin, je savais faire le 360, mais j'avais encore un peu de mal. C'était les premières armes. Du coup, bah, on a continué d'en faire tous ensemble parce qu'à ce moment, on était tous ados. Donc on en profitait bien. Et du coup, CFM 2012, là c'était en Alsace, c'était... alors, j'aurais pu dire le nom du village, Ozembach. Et là, c'était vraiment, là, je trouve, la première compétition. C'était intéressant en flat, parce que j'ai oublié de le dire, mais moi, je fais essentiellement du flat parce que j'adore ça. C'est la première compétition où en flat, j'ai vraiment pu m'éclater parce que j'avais un minimum de niveau pour pouvoir proposer quelque chose que je trouvais intéressant. Parce qu'au début, on a souvent quelques figures qu'on a très bien, et après tout le reste qu'on est en train de travailler, mais au final, quand on te dit que t'as 1 minute 30 à combler, ça paraît très vite long. Faut vraiment, quand... mais ce qui est normal, hein, c'est le temps d'être... de trouver ce qu'on veut faire pendant 7 minutes 30. Et du coup, ouais, là, cette année-là, c'était vraiment cool. Et c'était l'occasion, en plus, de voir pour la première fois Dominique Villassi, qui à ce moment-là était un des tout meilleurs Français. D'ailleurs, il avait passé toute la Coupe de France avec nous. Franchement, c'était assez incroyable en fait de se dire que en à peine un an de Noisy, t'étais déjà en fait avec tout le monde très vite ami, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'effet superstar comme on peut croire ou croiser dans d'autres sports où du coup c'est professionnalisé. Première fois aussi d'autres personnes qui nous connaissaient avant qu'on les connaisse, ce qui fait bizarre. Oui, c'est vrai. Et du coup, pour revenir sur Dominique Villassi, il n'est pas resté très longtemps finalement dans le monde du monocycle. Il a été assez bon en peu de temps, mais il a été vraiment très bon, particulièrement cette CFM. Il est arrivé deuxième derrière Damien. et moi je lui aurais même donné largement premier. Ouais, il y avait eu déjà un petit peu de débat sur la demi Damien contre Adrien, du coup. Pareil, ça se discute, je me rappelle plus honnêtement, mais je me souviens d'Adrien qui disait à Dominique qu'il aurait mérité de gagner, et Dominique avait dit ouais, mais pour moi t'aurais dû aller en finale, et du coup ma place c'est vraiment deuxième, quoi. Est-ce qu'il y a eu des résultats à cette CFM? En flat, non. J'étais dans la catégorie intermédiaire, je m'étais pas qualifié. Et après, si, dans d'autres disciplines, je me souviens qu'on avait gagné. Du coup, ils avaient fait le doublé. Du coup, Luc et Kevin et mon frère, ils avaient fait le doublé en freestyle group. En fait, on avait fait un groupe de 6. C'était dans un cabaret. Ouais, le cadre était super sympa. Alors après, nous, on avait fait ça pour le fun. On pensait pas du tout... on pensait qu'il y avait des gens qui faisaient du freestyle. Vous n'avez pas mis des palettes aussi? Enfin, je me rappelle plus. Non. Un truc rock. Non, on n'avait pas fait de truc rock. Ça, c'était... Alors, j'ai oublié son nom de famille. C'était Paul, qui faisait aussi du fat, et son groupe, qui venait de Nantes. Ah oui, Paul Moreau. Paul Moreau, exactement. C'était eux qui avaient fait le truc rock. Non, nous, on était on avait mis des perruques de Rasta. Et on avait fait de la musique de Bob Marley, et on avait fait un truc... on avait fait un truc propre. On avait mélangé un petit peu... forcément, on avait fait un peu de flat. On avait vraiment fait un truc qui ressemblait à du freestyle, au final. Mais c'était un peu à l'arrache, hein, Mais ouais, il y avait eu ça en 2012. Et ensuite, il y a eu Dijon-sur-la-Route 2013. Et là, tu parlais de résultats, c'est là, du coup, j'ai gagné en catégorie, du coup, je crois que c'était junior, ou je sais plus comment c'était fait, mais... ça doit être intermédiaire, je pense pas qu'il y avait 3 niveaux. Non, avec 2 niveaux, c'est sûr. Ouais. Donc là, ouais, c'est là où du coup, j'avais gagné le flat, là. Toujours d'ailleurs en faisant un petit peu de trial et tout à côté pendant les compétitions. Tu te rappelles contre qui c'était ton battle de finale? Ouais, c'était contre Alexandre de Lecroix. Ouais. Je me souviens parce que du coup il y avait Manu aussi avec nous qui avait dû terminer 3ème, et ouais, c'était des gens qui ont pas mal évolué en vrai après derrière. Oui. Parce que franchement, pour faire une parenthèse sur Manu, au final il a quand même fait 4ème en 2016 en flat Ah bon, mais Manu il a carrément puis même évolué. au niveau des figures, il y a quelques figures, c'est lui qui les a... il t'a inventé. Non, Secret Side Loop, c'était le 2ème. Et je sais pas s'il a... Si, il a fait Secret Side Triple, en fait. C'est lui, je crois. C'est possible.
Il y a personne d'autre qui l'a fait. C'est trop technique pour moi. Et puis il fait pas de vidéo aussi, alors du coup, très peu. Donc C'est vrai qu'il fait peu de vidéos, ouais. c'est compliqué de savoir du coup. C'est bien, il y a plein de premiers tricks qui ont été mis par des gens, on saura jamais parce que. Il y est en vidéo, je crois, sur un truc Facebook qui date bon, à la manu, quoi. Il a lâché le truc et elle vient que pour mais bon. C'est frustrant quand même. Tant de talent gâché dans le néant. Donc, ok, première place à Dijon sur la roue. 2013. Continue, dis-moi. Ok. T'avais quoi comme monocycle tiens, à l'époque? Parce que du coup, t'es commencé avec un monocycle un peu de cirque, je suppose. Ouais, bah c'était les monocycles de base, axe carré. C'était déjà un 20 pouces avec un pneu un peu épais, comme ça se fait pour les disciplines urbaines. Ce qui est à noter parce que c'est assez rare pour les premiers monocycles. Généralement, ils ont un pneu plus fin. Et en fait, je l'avais changé pour Noël. Je crois que j'avais commandé un monocycle chez CDK. Parce qu'en fait, on commençait à voir que l'axe était foiré et que enfin, les pédales commençaient à se tasser. Quoi. Ça commençait à faire un angle un peu bizarre. Et du coup, ouais, c'est un monocycle Impact, la base du monocycle que j'avais fait. Mais je me souviens que j'avais appelé Romain, du coup du CDK, pour dire en gros, je veux ce monocycle-là, mais cette pièce-là, je veux ça à la place. Enfin, déjà commencé à faire des montages. C'était un Régent ou un Gravity? Je sais plus quel des deux. C'est quoi Le Régent, c'est lequel? Le 4 carré et c'est un Gravity, c'était un Régent. Alors. Okay. C'était un Régent, mais j'avais changé le cadre. J'avais changé la selle, je crois. Ah ouais, du coup, c'était pas un Régent. Bah si, il y avait les manivelles, il y avait les pédales, la jante, l'axe. C'était quoi le cadre en plus? Le cadre, c'était un unicycle vert. Ah ouais, l'ancienne. Ouais, et je l'ai pas gardé très longtemps parce qu'en fait, t'avais pas beaucoup d'espace entre le pneu et le cadre. Du coup, dès que tu voilais un petit peu la jante, ça venait frotter. Là où, du coup, par exemple, le cadre Régent, t'as un peu creusé dans le cadre. Et du coup, ça, c'était bien. Ça, je l'ai découvert à mes dépens. Mais même, je crois que c'était le tube, c'était un 25-4. Oui, je roulais en 25-4 au début. Même pendant longtemps, en fait. T'as pas fait la meilleure affaire entre les deux, je pense. Non. Mais même le Régent, c'était un 25-4 aussi. Ah ouais? Ouais. En fait, t'avais le truc quand c'était des short neck, du coup des cadres plutôt courts, c'était des 25-4, et par contre, quand c'était des long neck, t'avais un tube plus épais. Ah, ok. Je savais pas. Et après, ça dépendait des marques. Impact, c'était comme ça. Mais par exemple, QAX, avec les QX Series, eux, c'était tout en 25-4. Et Cox One, c'était tout en 27-2. Ouais. Ouais, Cox One, c'était tout en 27-2. Et t'avais Impact qui faisait un peu les deux, selon si c'était short neck ou long neck. Je sais pas. Bah ouais, moi non plus je savais pas c'était fois qu'il y avait deux tailles de tubes. Premier monocycle du coup avec une selle Chisholm Street bien épaisse et au final ça m'a bien rendu service parce que j'ai pu transitionner plus tard vers les bases carbone parce que je me souviens que les personnes qui avaient des selles Impact base plastique qui faisaient du flat ça tenait une session quoi avant de bon allez non j'exagère ça tenait quelques sessions mais franchement dès que tu faisais double flip ça cassait quoi. C'est vrai que pour le coup elles étaient vraiment solides les Trissom et même Clément il a passé longtemps avant d'avoir une base carbone. Ouais bah c'est ça en fait c'est bizarre parce que les selles étaient un peu souples tu le sentais parce que c'était du plastique mais en même temps ça cassait pas et t'avais pas de marque d'usure sur le plastique comme si c'était tordu ou des choses comme ça. Alors après, par contre, t'avais un autre souci, c'est la prise en main, quoi. C'était un peu épais, mais bon, au début, ça dérangeait pas trop. Du coup, c'était ça mon premier monocycle. Et au final, le monocycle que j'ai actuellement, il n'y a plus aucune pièce qui est la même, mais en soi, c'est juste à force d'avoir changé des pièces. Ouais, comment ça s'appelle ça? C'est un truc philosophique, ça c'est le bateau de Thésée ou quelque chose comme ça. Oh, peut-être. C'est un truc où t'as un bateau, il garde, et puis après il y a les planches qui pourrissent, ça me change les planches au fur et à mesure. Et après la question, c'est de savoir est-ce que c'est toujours le même bateau? Bah voilà, est-ce que c'est toujours le même monocycle? Alors, on n'était pas obligé de faire toutes les compétitions. Il y a quand même les Unicorn en 2014, qui ont été tes premiers. Non. Premiers. En 2014, on les a pas fait, c'était au Canada. Ah oui, donc c'est en 2016 que vous avez fait. Ouais, et les premiers c'était en 2016, ouais. Bah en fait, on aurait pu aller au set 2012, mais c'était un peu compliqué Enfin, on n'était pas encore vraiment dans le monocycle et tout, parce que là, c'était en Italie. Et on l'avait pas fait, mais du coup, on avait fait les EUC Toulouse en 2013. Ça, c'était vraiment cool pour le coup.
Et du coup, pareil, ça permettait de voir des personnes qui venaient un peu de toute l'Europe, là où en CFN, généralement, c'est français, même si t'avais toujours des Suisses ou autres. Ou même t'avais Team Les Mecs qui venaient aussi pas mal. Oui. Mais ouais, les EUC Toulouse, c'était vraiment un super souvenir. Parce qu'en plus, c'était à moitié les premières vacances du coup avec les amis, parce qu'on partait à 5-6 et c'était autant des vacances qu'une compète, quoi. Il y avait un délire un peu road trip pour y aller ou Pour les EUC, non. On avait vraiment fait l'aller-retour, ça durait une semaine au final. C'est l'année d'après où au final on avait fait des vacances. Bah, justement, au retour des Unicorns 2014, nous on n'était pas allés. Il y avait eu une compète chez les Delecroix. Oui. Et en fait, bah, nous, on était partis le lundi alors que c'était le samedi et le dimanche, quoi. Et en fait, on s'était arrêté en Ardèche. Ensuite, on était à Sainte-Marie-de-la-Mer dans un camping. Enfin, on avait fait nos vacances avant. Et en même temps, on roulait. Donc, pas vraiment road trip parce qu'on n'était pas sur la route tous les jours, mais c'était des vacances avant, quoi. Cool. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu cette compétition. Alors attends, pour revenir quand même à ces EUC 2013 donc à Toulouse, qu'est-ce que tu en retiens parce que c'est du coup première compétition internationale. Bah, c'était impressionnant de voir les poèmes. Je crois pas qu'il y avait Elias, il y avait Raphaël et Lorenz, et c'était une période en plus où Raphaël il marchait sur l'eau en flat. Il y avait Christian Kovacs aussi, qui venait d'être champion du monde un an avant. Pareil, c'était vraiment impressionnant. Enfin, il y avait eu le premier 1080 de Matej Zakizaka. Ok. En plus, il avait vraiment un truc où ses spins tournaient super vite, donc c'était vraiment impressionnant. Et ouais, voir des mecs d'un calibre vraiment, vraiment élevé, quoi. Que ce soit en flat ou en street d'ailleurs. En vrai, c'était un super souvenir. Et puis en même temps, il y avait les EJC, donc c'était le jonglage à côté. Je sais pas si c'était comme ça tous les étés, donc si ça tombait cette année-là. Avant aussi, c'était ça. C'était genre les conventions européennes de jonglage. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça faisait vraiment rassemblement et tout, parce qu'en fait, nous, on était un peu entre nous, le monocycle sur le terrain de pelote basque sur le côté, mais à côté, il y avait tout ça, donc en fait, c'était la fête à côté. Donc ça, en fait, l'ambiance, c'était incroyable à ce niveau-là. Je dis, ouais, je disais, c'était les premières vacances entre potes, moi, j'avais 15 ans, du coup, à cette époque-là, donc c'était même, enfin, c'était tôt, quoi, au final, pour commencer à partir avec ses potes. Et après, ouais, dans les compètes vraiment que j'ai retenues, il y a eu bah, les Smicon en 2016, hein, le premier en Espagne à San Sebastian. Pareil, là, c'est assez drôle parce qu'en fait, on est parti à 2 voitures. Il y en a qui nous ont rejoints. Et en fait, on avait des potes qui faisaient pas du tout de monocycle ou qui en avaient fait à une période mais qui en faisaient plus, qui sont venus aussi. Et c'était en même temps les vacances et les Unicorns, quoi. Et du coup, bah, je sais pas toi, mais on a toujours l'impression que nos premiers Unicorns, c'est les meilleurs. Ouais, ouais. Bah ouais, moi j'ai mes premiers du coup c'était en 2014. Ah ouais, je sais pas. Non, non, bah non. Clairement, en fait, moi, mes meilleurs c'était en France, il n'y a aucun doute. Ah ouais? Ah oui. Ouais, moi, du coup, je suis venu qu'un week-end là, c'est à Grenoble. Donc, j'ai pas eu le temps de trop goûter aux Unicorns en eux-mêmes. C'était si bien que ça, du coup. Bah, moi, c'était bien parce que ça correspond à mon titre de champion du monde, de son hauteur. Et puis, ouais, en fait, moi, j'ai eu un problème, c'est que je parle pas très bien anglais et que du coup, je peux rester un peu dans mon coin. Enfin, je le vis pas forcément toujours très bien, cet aspect-là. Et du coup, là, le fait que je connaisse vraiment tout le monde et que plus la langue, et c'est le français, tout ça, c'était pas pareil. Donc, trop bien. Et puis, la compétition trial, trop bien aussi. Donc, ouais, non, Et on avait vu enfin, j'avais vu la finale de trial, j'étais là du coup à ce moment-là. C'est vrai que les zones elles étaient énervées quand même. ouais, puis le public était chaud et tout, donc c'était vraiment cool. C'est vrai que ça faisait comme bah du coup comme en Espagne où t'avais vraiment non, c'était pas un gymnase, hein, c'était un vélodrome C'était fou aussi. en Espagne, mais du coup ça faisait vraiment les gens dans les gradins tout autour et en vrai ça envoyait quoi. Dès que quelqu'un passait une zone, t'avais les gens qui étaient un peu fous et qui criaient dans tous les sens. Bah, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, en Espagne, le flat m'a vraiment marqué le dimanche soir. Parce que justement, il y avait, je crois, une énorme ambiance. Alors après, c'était assez petit, au final, parce que ça faisait un peu forme arrondi et tout. Mais les gens qui ont regardé, je pense que bon, ils étaient vraiment dedans, quoi. Donc, Oui, il y avait vraiment une ambiance de fou. C'est une des finales de flat auxquelles je me rappelle le mieux. Et t'as une vidéo de Ed Hank qui l'avait filmé et elle retrace bien l'émotion ouais, et tout. ouais, je suis d'accord. Et du coup, bah, championnat du monde, c'est là où j'ai fini troisième en avancé en flat. Je pense qu'on a fait le triplé français sur le avancé. Clément a fini premier, Johan deuxième et moi j'étais troisième. Du coup. Donc j'étais m'étais qualifié premier et je me souviens que Clément avait un peu raté sa qualif. Du coup il s'était qualifié quatrième et en fait il s'est retrouvé en demi
l'un l'autre. Du coup, en vrai, c'était une grosse demi, je me souviens. On avait tous les deux, du coup, on s'était bien tiré la bourre à ce moment-là. Et ouais, franchement, les Unicorn Hispanic, c'était un bon souvenir. Et après, du coup, ça nous a donné envie d'en faire d'autres. Et on s'est chauffé. On avait emmené Manu avec nous dans le délire. Et on est allé en Corée du Sud, c'est en 2018. Franchement, c'était sympa. Je dirais que la partie compète, j'ai été un peu moins apprécié. Alors après, j'ai quand même bien kiffé, hein, mais je sais pas, il manquait peut-être quelque chose, je saurais pas dire quoi. Mais ouais, pour le flat ou même ouais, peut-être le cadre, le fait qu'il y ait moins de monde au final aussi, parce que fallait aller jusqu'en Corée du Sud. Je sais pas, mais par contre après, du coup, je te retrouve en Corée du Sud, donc tu peux faire plein d'autres choses et tout, donc c'était franchement, c'était un bon souvenir aussi, la Corée du Sud. Le seul truc, ouais, je pense en fait, ce qui me manquait, c'est que, tout à l'heure, tu disais avec l'anglais, des fois ça peut être un peu une barrière. Là, c'est quand même si tu te débrouilles en anglais. Quand en Corée du Sud, si tu sais pas parler un minimum coréen, t'es un peu bloqué, quoi. Donc, je me souviens de moments où les gens, ils nous voyaient avec des messiques, ils essayaient de nous parler dans la rue. Et en fait, c'est du langage des signes parce que tu bloques un petit peu sur ce que tu peux lire, quoi. C'est compliqué de communiquer, quoi, avec les gens. Pour certaines épreuves, franchement, c'était bien fait. Pareil, il y avait un gymnase pour le freestyle aussi. Alors après, le seul problème de ce gymnase-là par rapport au reste, c'est que c'était à 40 minutes en bus. Du coup, c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui fait que tu avais moins ce sentiment d'unité. Du coup, tout n'était pas à côté. Je veux dire que le code 10 km ça commence pas exactement là où il y a tous les gymnases, par exemple pour le flat sans longueur, sans hauteur, des choses comme ça. Je peux le comprendre. Après, le fait que ouais, le freestyle déjà était à part, quoi. Ouais, ça en avait tu y vas pas trop pour voir par curiosité, quoi. On l'avait fait, nous, on était allés. Mais une journée, quoi. Oui. Ok. Et alors, moi, du coup, j'y étais pas à ces écoles-là, mais il me semble qu'il y avait quand même, sans dire une polémique, mais il y a eu quand même une question par rapport au flat. Si, en gros, c'est que, c'est normal, mais je vois ce que tu veux dire. C'est que, il y avait eu c'était une battle entre Manu et Deki sur Diata, je crois que ça. Deki, on va dire Deki, qui faisait du coup plutôt du street, lui. Et en fait, il y avait eu deux oppositions de style. Il y avait Deki qui tombait pas, mais qui faisait des choses qu'on pouvait considérer comme vraiment simples. Et il y avait Manu qui était tombé quelques fois, mais qui faisait vraiment des figures énormes. Et en fait, en ressenti, on avait vraiment tous l'impression que Manu était au-dessus, mais vraiment, vraiment au-dessus. Mais il était tombé quelques fois. Là où Deki était pas tombé du tout, et en fait, c'était Deki qui était passé. Et en fait, on avait tous un peu le ressenti que ça devait être Manu, quoi. En fait, tu te dis pour le spectacle, même si au final il y a des notes, tu te dis pour le spectacle c'était plus intéressant, ça aurait été plus intéressant de faire passer Manu. Après, moi j'étais pas derrière la table des juges, je sais pas comment ils notaient. Mais pour dire, au niveau du ressenti, c'est Deki qui avait fait son last trick, c'était une figure, et en fait Manu avait fait une variante plus difficile dans son run, quoi. Mais vraiment, premier coup, facile. Là où Deki avait mis ses 3 essais, avait galéré à faire son truc. Voilà, après, c'est le souci des sports avec des juges, c'est que il y aura toujours des gens pas contents, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ça, pour le coup, moi j'avais un peu ça aussi. Du coup, en 2018, j'étais malheureux, enfin pas malheureux, mais pour moi c'était Manu qui devait passer. Maintenant, je me dis qu'en fait ça arrive dans tous les sports avec des juges et que, en plus, c'était une période où ça tâtonnait pas mal au niveau du flat et les règles elles changeaient d'une complète à l'autre. Du coup, forcément, ça avantageait un certain type de ride d'un coup, un autre type de ride d'un autre coup. Mais au final, si tu fais du flat, c'est parce que tu kiffes faire de figure, quoi. Donc, voilà, C'est une bonne philosophie. ouais. T'as participé en quoi? T'as essayé de participer en élite? Ouais, j'étais en élite. Je m'étais pas qualifié. Je sais plus combien j'avais terminé des qualifs, mais. Enfin, en fait, ça m'intéressait pas tellement. Mon objectif, c'était de me qualifier à ce moment-là. Donc au final, je sais pas combien j'ai terminé, mais c'était pas là C'est pas le but. l'objectif, ouais. Et donc, moi, il y a surtout une question que je veux te poser, parce que donc, tu fais partie de la Rakone Family, Oui. historiquement. Je sais pas, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une philosophie, quelque chose? Alors, la Rakone Family, d'où ça vient? En fait, déjà, c'est un truc, je pense, assez atypique dans le monocycle. C'est que c'est pas parce que on a fait du monocycle qu'on s'est rencontrés, mais c'est l'inverse. C'est parce qu'on se connaissait qu'on s'est tous mis au monocycle.
avant de faire du monocycle, je vais prendre l'exemple de Luc, donc Luc Huguenin. Je le connaissais de loin parce qu'en fait c'était un pote de mon frère et moi je connaissais Sacha Huguenin, son petit frère, qui a fait aussi du monocycle. Et en fait c'est un ami d'enfance moi Sacha. Je veux dire nos parents habitent dans la même rue, donc en fait on se connaît plutôt petit. Bah des fois il y avait un peu les petits frères et les grands frères. Et quand on voulait faire un foot, bah en fait on se retrouvait à plusieurs. Pareil, Kevin me dit, était juste à côté avec ses frères aussi. En fait on était une dizaine comme ça de à peu près du même âge. Étalé sur 5 ans, on se connaissait tous. Et en fait, on a tous eu au moins rouler en monocycle. En fait, on descendait une descente en skateboard, et puis ensuite on l'a fait en roller, et puis ensuite mon frère a acheté un monocycle, on a tous fait du monocycle. Et au final, on est quelques-uns à avoir été piqués par un monocycle et avoir fait du flat, quoi. Donc du coup, ça vient de là. Est-ce qu'il y a une philosophie Je sais pas, je pense que s'il y en a une, on l'a pas fait exprès. Non, c'était plus le fait de faire du monocycle ensemble. Je sais que on nous l'a beaucoup dit en compétition, qu'on on se rendait pas compte de la chance qu'on avait de pas avoir à faire du monocycle tout seul. Et ça, du coup, bah, on ne comprenait pas forcément, parce qu'au début, on en faisait vraiment tout le temps ensemble. Et c'est plus après, quand chacun a commencé après de son côté, et qu'on se revoyait pour faire du monocycle, qu'on l'a compris, je pense. Mais franchement, au début, ouais, c'est hyper galvanisant, en fait, de faire du monocycle à 4, 5. Et chacun apprend ses figures, mais au final, tout le monde se donne des conseils et pousser les autres. Et voilà. Donc, peut-être la philosophie, c'était le fait de s'amuser avant tout, quoi, de s'éclater entre potes, avant de penser à devenir hyper bon en monocycle, quoi. Ouais, mais c'est vrai que vous avez cette particularité, parce que vous n'êtes pas issu d'un club non plus, même si vous avez un peu côtoyé les monotycudes. Un petit peu, ouais. Ouais, vous êtes vraiment une team de potes complète, la team Monster One, sauf que nous, on est tous un peu partout dans la France. Et du coup, on roule vraiment avec que des moments très particuliers. Vous, c'est tu fais quoi ce soir? Ah, bah, tiens, on va rouler, quoi. Ouais, bah en gros, pour te dire, enfin moi je faisais du foot du coup, et des fois quand je revenais du match et que en gros bah on rentrait, bah en fait j'avais le réflexe de regarder dans la rue s'il y avait pas quelqu'un qui était en train de faire le monocycle, autrement j'allais prendre mon monocycle et je sortais quoi. Et je crois que, enfin maintenant je crois que je commence à me perdre le réflexe, mais quand j'arrive chez mes parents je suis toujours hop je regarde s'il y a pas quelqu'un, maintenant il y a plus personne, mais ouais c'était vraiment ça en fait, les week-ends, les mercredis après. Même des fois un peu les soirs de semaine. Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire Raconner Family? Je crois que vous m'avez déjà expliqué, mais je ne m'en rappelle plus. On reconnaît, c'est juste le nom du hameau où on habite. C'est ça. On habitait, parce que du coup, il n'y a plus personne vraiment sur place. Mais family, bah, parce que bah, on se connaît plus vraiment toujours, quoi. Ok, et ben maintenant on va passer à des petites questions. Est-ce que tu peux nous parler d'un tricks un peu important pour toi Bah, un truc qui m'a marqué. Après, je vais faire une sélection, je pense, je vais dire de tricks. Celui qui m'a le plus marqué, parce que c'est peut-être pas celui que j'ai le plus travaillé, mais c'est le 360. Vraiment, je pense, en fait, c'était assez particulier la journée où je l'ai réussi. Je me tirais la bourre avec, du coup, bah, Sacha. Et lui, il savait pas faire le 180 encore à ce moment-là. Et en fait, c'était un mercredi après-midi, et il arrive enfin à le faire, sachant que ça faisait 3 mois qu'il luttait sur le fait qu'il arrivait à mettre qu'un pied. Et là, il comprend le truc et il le réussit. Et du coup, il le met plusieurs fois, donc c'était déjà un super après-midi. Et au moment où on va chercher un appareil photo pour filmer son 180, du coup, j'étais sur la terrasse de ses parents, et je sais pas pourquoi je tente un 360, et en fait, je le mets. Et au moment où il revient, je lui dis, je viens de mettre 360, et lui, il me croyait pas. Et du coup, on est retourné là où on faisait du monocycle, et je l'ai fait, et en fait, bah, lui, il a mis 180, moi le 360. Et en fait, on s'est revu le lendemain pour aller à l'arrêt de bus pour le collège. Et en fait, les deux, on avait quasiment pas dormi de la nuit parce que trop excités d'avoir réussi ces figures-là. Et en fait, le fait que ça tombe le même jour, je pense que ça avait aussi rajouté du truc. Et du coup, ça m'est resté comme la figure, je pense, où j'ai eu la sensation la plus incroyable au moment de la réussir, quoi. Et après, la figure, du coup, que j'ai peut-être le plus travaillé, et du coup, en réussissant, ça m'a débloqué un truc, je pense, c'est le 540 Secret Side. Alors, c'est un peu technique, mais en fait, c'est parce que quand j'ai réussi à le faire, j'avais un niveau, franchement, assez bon, hein. Ça fait 3 ans que je faisais du monocycle. Sauf que quand j'ai réussi à le faire, ça faisait 1 an et demi que la figure existait. Et c'était fait que par des mecs hyper forts. Et je me souviens avoir capté un petit peu le truc pour le lancer. Et après, j'avais passé, je pense, 2 semaines où je lançais.
Et le tout premier que je mets, où la salle elle part un petit peu vers l'avant et tout, et en plus il est en vidéo. Dans une vidéo d'ailleurs qu'on avait sortie, parce qu'à l'époque, du coup, cette figure elle était toute nouvelle, enfin pas toute nouvelle, mais pas trop mise par beaucoup de personnes. Et du coup, on avait sorti la vidéo parce qu'il y avait Kevin et moi qui savions faire cette figure, et du coup, on l'avait mis, c'était un petit peu le moment fort de la vidéo. Je m'en souviens que c'était vraiment la figure où, bah en fait, de toute façon, toi aussi tu connais ça, mais le fait des fois, tu t'acharnes sur un truc pendant des jours, et au moment où ça passe, bah t'es un peu surpris, en même temps, c'est normal, et au final, ça fait prendre sens à tout ce que t'as fait avant, quoi. Après, la question, c'est est-ce que tu vas réussir cette figure? Ouais, c'est vrai que généralement, c'est une autre frustration, c'est des figures que tu réussis une seule fois et que tu t'acharnes ensuite et elles ne reviennent plus. Et tu l'as toujours, toi, ce secret de ça? Ouais, franchement, je l'avais. Comme c'était un truc où j'étais trop excité de l'avoir mis, et je l'avais vraiment charbonné. Et il y avait une période où je le faisais tous les coups. Bah, quand je suis arrivé en 2016 aux Unicorn, en fait, il sortait comme ça, quoi. Donc maintenant, là, je te dis pas que je fais mes premiers coups, mais. Putain, mais il faudra que tu me montres ça la prochaine session. Ouais, j'avais même mis en FIF. Mais par contre, lui, je pense qu'il peut repasser, mais il faudrait quelques sessions, quoi. Mais je pense aussi j'ai moins la volonté de me faire mal, comme fut une période où bah t'avais pas mal quand tu mettais les figures. C'est toujours ça, ça fait mal jusqu'au moment où tu mets la figure et après ça fait plus mal, quoi. Oui, et puis t'as tous les copains qui sont autour et qui Ouais, c'était à la fin quand t'es tout seul dans ton coin. Alors j'aimerais que tu nous parles des vidéos qui t'ont marqué, mais j'aimerais aussi pouvoir placer un truc, c'est que du coup, moi, cette époque-là, je me percevais un peu que la Raconné Family comme une bande d'ados qui faisaient des gros tricks, mais voilà, c'était des gros tricks pour les gros tricks. Du coup, c'est peut-être ça la philosophie que je voulais parler tout à l'heure. Ah ouais, bah ça je pense ça vient du fait de comment on a commencé le monocycle, enfin le flat du coup, et de ce qu'on regardait aussi beaucoup. C'est que bah ouais, alors après je pense qu'il n'y avait pas que des gros tricks pour les gros tricks. Je pense notamment au rôle aussi où c'était bien développé, mais c'est vrai qu'au début on n'en faisait pas beaucoup. Mais c'est juste que bah on s'est beaucoup saigné enfin saigné, c'est un peu fort. On a beaucoup regardé le Christian Reich et du coup la Team Life Spirit, et c'était un peu leur philosophie aussi. On regardait beaucoup Adrien aussi, qui avait énormément d'énormes tricks. En fait, on voulait progresser à tout prix. Donc en fait, bah, quand il savait faire flip, bah, fallait faire double. Et puis quand il savait faire double, bah, fallait faire triple. Jusqu'à sextuple. Ouais, bah, c'est ça. Alors ça, après, ce qui est assez drôle, c'est que Kevin, jusqu'au double flip, il avait pas trop chopé le truc. Et je me souviens, c'est qu'on s'est dit, en fait, c'est nul de lancer à plat les flips. En fait, si ton pied avant est plus haut, t'as plus d'angle pour envoyer fort. Et l'autre truc, c'était de pas mettre le pied pleinement sur la pelle, c'est déjà de le mettre un peu sur le côté pour qu'il glisse plus vite. Et je me souviens, quand Kevin a fait ça, ses doubles étaient beaucoup mieux. En plus, il avait changé de main parce qu'il a pris main gauche, enfin bref. Et c'est ce moment-là, il a chopé les trucs et je crois qu'il a mis triple. Et il a mis un peu de temps à mettre le quad entre les deux, donc un peu de temps, je pense, dire 1 an, ce qui est pas si énorme. C'est énorme. Et après le quad, je crois que Quentin l'a mis 3 mois après, à terre. Ouais, il avait chopé le truc, quoi. Mais ouais, et bah, c'était surtout la philosophie de Kevin, ça allait toujours rajouter. Luc, il avait ce truc il faisait ce truc, ces figures. Mais par contre, quand il voyait faire une figure, il disait ah, ça c'est une figure où je vais me prendre une lettre en out, il va falloir que je la bosse aussi. Du coup, au final, je pense que c'est le plus complet. Enfin, c'est le plus complet entre nous. Et après, ouais, moi je sais que les flips, j'ai pas de temps pour progresser que ça, ou d'un moment, enfin pareil, t'arrives toujours à une limite quoi, sur certaines choses. Et au final, moi, le truc que je kiffe le plus, c'est vrai que je trouve ça assez drôle, c'est que tu dis qu'on a des grosses figures pour les grosses figures. Moi, je considère que j'ai pas d'énormes bangers en figure. Et que du coup, moi, j'ai éclaté, c'est les rôles et les foot jam, en fait, enfin, le mélange. Mais ouais, du coup, je pense que ça vient vraiment de. Ouais, ça plaît peut-être plus. Il n'y avait pas qu'une histoire de grosse figure, il y avait une école un peu peut-être classique, je veux dire. Un truc de pas chercher dans l'expérimentation, les trucs comme ça, mais essayer de refaire un peu. Ouais, bah en fait, on se regardait énormément de vidéos et en fait, on essaie de reproduire ce qu'on voyait dans les vidéos. Et puis, tu sais, t'as ce truc de. Enfin, moi, je sais que j'avais pas le recul pour me dire que le flat était hyper jeune en fait à ce moment-là. Bah oui, carrément. Et du coup, bah, on avait ce truc un peu de. Bah en fait, il faut apprendre Enfin, il faut apprendre. C'est rien vraiment. On va apprendre ce qu'on voit. Et après, on cherchait, oui, au début, pas forcément à créer des choses, ou alors on créait à partir de ce qu'on connaissait, quoi. Donc, c'est plutôt
des combos qui sortaient de choses qu'on connaissait. Et il y avait moins cette recherche, ouais, de créer l'original. Mais oui, après, du coup, c'est vrai que moi pour le coup, à l'époque, moi, j'étais un peu clairement je veux dire, un peu toujours dans la philosophie inverse, qui consiste à faire des trucs, une volonté d'essayer de surprendre plus que d'impressionner. Et vous, en fait, c'est plus essayer d'impressionner plus que de surprendre. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi reproduire ce que tu voyais dans les vidéos, en fait. Et du coup, parlons des vidéos. Quelle belle transition. Est-ce que tu peux me citer au moins une vidéo qui t'a vraiment marqué? Bah, une vidéo qui m'a inspiré, je pense, c'est mars 2012, sur la chaîne de Christian Reich. Et en gros, c'est lui, donc Christian Reich, Alan Turing et Patrick Schultz. Et je me souviens qu'elle m'avait vraiment marqué parce qu'il y avait des énormes figures dedans et je trouvais ça vraiment super impressionnant. Mais à tel point que je pense que encore maintenant, tu me mets devant, je dis bah là il se passe ça, là il se passe ça. Enfin, genre, on l'a vraiment beaucoup regardé avec Sacha parce qu'on passait des heures aussi à regarder des vidéos. Et du coup, celle-là, c'est celle qui m'a, ouais, hum, plus inspiré, on va dire. Donc, donné envie de faire des figures, toujours des figures. Et après, des vidéos qui m'ont impressionné, je pense une vidéo qui m'a vraiment beaucoup impressionné, c'est The Journey des poèmes, qui retrace ça. Du coup, les Unicorn 2012 et tout le road trip qui va avec. Ça, franchement, j'ai trouvé ça super fort de faire tout ça. Enfin, surtout que c'est sous un angle où bah, tu vois que les personnes savent filmer, où c'était vraiment hyper propre et trop cool. Oui, je pense que c'est une vidéo qui a marqué beaucoup de personnes. Du coup, ouais, enfin, pour revenir, c'était un truc que je t'ai déjà dit, moi, Chris Reg, pour le coup, c'est quelqu'un, je suis passé tout à fait à côté parce que justement, il y avait ce truc-là à l'époque, que moi, je dis, bah, je fais des gros tricks, en plus, il plaque pas très propre et tout. Je n'ai pas filmé ça dans un atelier ou dans... Si, je pense qu'il y avait un truc, c'était un peu une série ou je sais pas quoi. Ouais, bah après, c'est vrai que moi, il y avait ça aussi, c'est que les vidéos, moi, je les regardais pour les mecs qui faisaient du mono et des figures. En fait, il a fallu qu'il y ait des vidéos où les mecs fassent des trucs incroyables, mais dans des cadres, bah du coup, tout aussi incroyables, pour que je remarque le cadre. Avant, ça m'intéressait pas du tout dans la vidéo. Moi, ce que je voulais voir, c'était ce qu'il faisait avec son monocycle. Mais pendant longtemps, bah du coup, je pense à d'autres vidéos, c'est des vidéos avec Laurence et Cyril. Tu vois, là où vraiment, bah il y a les deux. Le sang, ouais. 2 for 1 exactement, j'avais plus le nom. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vidéo un peu comme ça où au final qui m'ont un peu ouvert les yeux parce que des fois j'avais l'impression à l'inverse, tu vois, quand on disait dans la recherche, c'est que des fois les vidéos, bah ok, la vidéo était bien tournée mais j'avais pas vu quelque chose qui m'avait marqué en termes de figure. Puis après ça dépend de la sensibilité aussi. Tout à fait. Il y a des types de raids qui nous parlent plus ou moins. Oui, oui. Là, après, peut-être que tu peux me dire aussi un moment sur une compétition ou c'est un souvenir que tu te rappelleras sur ton lit de mort. Ouais, alors, sans aller chez le colis de mort, bon, enfin, j'en sais rien en fait. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est les Unicorn en 2016. Puis j'ai passé le permis juste avant de partir. Mais genre vraiment je crois que je l'ai passé le lundi et on partait le mardi ou le mercredi. Pendant la cérémonie d'ouverture, j'ai dû appeler mon auto-école pour savoir si j'avais le permis. Et je me souviens, bon du coup elle m'a dit que je l'avais, mais que en fait à ce moment-là j'étais tellement un peu dans l'euphorie qu'elle m'aurait dit que je l'avais pas, j'en avais rien à secouer. Ça c'était vraiment, on verra plus tard, là je suis... Là, ça avait ce truc de premier Nikon, l'effervescence. Ouais, je sais pas, il y avait un truc où rien à secouer de pas avoir mon permis, quoi. C'était vraiment secondaire à ce moment-là, quoi. Et ça, du coup, je me suis dit, avec le recul, c'était vraiment drôle. Les priorités, quoi, dans la vie. Non, mais oui, je comprends. Et pour finir, est-ce que tu peux me faire un top 3 des meilleurs flatteux Ah, un top 3 ouais. actuel ou... Tous les temps. Ou alors tous les temps. Ah, tous les temps, bah, je peux même te faire des top 3. Je peux te dire ceux qui, pour moi, sont top dans le top 3. Ouais. Et mon top 3, moi, des mecs qui étaient un peu en dessous des radars ou moins en vue. Les rois sans couronne. Pas Roi sans couronne, mais ça, en tout cas, ouais, qui m'ont pas mal influencé, parce que j'aimais bien au niveau des figures proposées et tout. Donc, du coup, pour ceux que je pense qui sont les plus forts, parce que j'ai peur d'en oublier. C'est horrible. Parce que là, comme ça, je pense forcément à Adrien Delecroix. Je pense à Chris Rowex. Bon, en même temps, il y a Lorenz et Raphaël, à certaines périodes, ils étaient vraiment forts. Après, je dirais Lorenz quand même. Oui, il me semble que le rot, c'est quand même. Lorenz, 2016, c'était quelque chose. Hein. Bon, en même temps, quand tu vois Waylon en 2018, au Nikon, c'était impressionnant parce qu'il était vraiment en mode rouleau compresseur pour le flat.
Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je sais pas si c'est un état mental, mais t'avais l'impression qu'il pouvait pas tomber. Enfin, je sais pas comment dire. Mais tu retrouves ça un petit peu aussi chez Adrien et chez Christian Kovacs, en fait. Donc, Et Waylon, j'ai du mal à le mettre dans... Parce que c'est un... En fait, il y a des énormes tricks, mais en termes de combo de flat, par exemple, je pense pas que ce soit non plus si un tueur que... ouais, bah, je suis un peu d'accord, c'est qu'il a des énormes tricks, mais qu'il a pas tant de variété dans son ride, c'est souvent les mêmes figures qui reviennent. Alors après, peut-être qu'il sait faire plein de figures, hein, ça, je sais pas. Mais j'avais l'impression qu'il répétait souvent les mêmes. Mais du coup, ouais, je dirais Adrien, Christian Kovacs et... Lorenz ou Christian, ouais, je sais pas. Allez, je vais mettre Lorenz. Oui, et tu que ça, je peux le mettre sur ton podium, je pense. Ouais. Non, j'allais pas le mettre... Ah ouais? Non, l'autre, je pense, ce vraiment moi que j'ai kiffé regarder, dont j'ai kiffé regarder les vidéos au final, et que j'ai beaucoup regardé, c'est Elliot Hoffman. Parce que j'avais la sensation à une période que toutes les figures qui étaient à la mode, genre je sais pas, 2016-2017, bah en fait c'est ce qu'ils faisaient en 2010. T'avais un peu les Fujan qui étaient derrière des trucs, bah en fait je sais pas, tu les voyais dans ces vidéos, et je me suis dit en fait il a eu raison trop tôt. Tu sais, genre, il avait trouvé le truc mais trop tôt. Il y avait comme ça, il y avait William Riley, qui roulait beaucoup équilibré. J'aimais bien en fait les choix des figures qu'il faisait et les combos. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Et le troisième aussi où j'aimais bien les choix des figures et tout, c'est Benny Princess, qui était beaucoup avec Christian Kovacs. Juste, en fait, je trouvais qu'il était un peu éclipsé dans les vidéos des fois par le niveau de Christian Kovacs, mais lui, enfin, je sais pas, il faisait des 540 side to Warhol, c'est avec ça parle, et tu le vois nulle part ailleurs, ça, quoi. Enfin, c'est des trucs. Un peu de vidéos en plus. Hein. Ouais, mais j'ai beaucoup regardé au final, ce truc-là. Mais oui, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Est-ce que, je sais pas, tu veux refaire des compétitions? Est-ce que tu... Participer, oui. Après, je pense que j'ai moins ce truc de pouvoir gagner. Bah, justement, tu sais, c'est un peu. J'avais ce truc, du coup, on parlait tout à l'heure du fait qu'il y ait des juges et que les règles pouvaient changer, favoriser, machin. Moi, ça m'a. Il y a des moments où j'avais. Enfin, je trouvais des trucs un peu injustes et tout. Et au final, je me suis dit que c'était pas vraiment ce qui m'importait. Et que du coup, ouais, participer, je pense que je le ferais encore. Mais le résultat sera moins important à mes yeux. Je vais mettre du coup moins la pression aussi. Puis plus dans ce truc maintenant de développer un petit peu mon propre ride, quoi. Mais... Parce qu'en fait, sans le vouloir, bah, tu développes tes propres figures, tes choix de figures, ton style en global, et du coup, bah, c'est ce que je trouve intéressant maintenant, quoi. Merci pour votre écoute et pour vos retours. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour la suite, j'ai quelques chouettes idées, et j'ai une petite liste d'invités en tête. Je ne vous garantis pas d'être très régulier dans les sorties, et je m'efforcerai de l'être autant que possible. D'ici là, je vous fais une bonne ride, et à la prochaine sur Radio Monostar One.